Bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Moi, je suis chercheur en prévention et en comportement alimentaire au Centre Léon Bérard et à l'INSERM. Et aujourd'hui, je vais vous faire un rapide introduction sur le sujet. Vous avez bien vu, c'est la participation à la recherche. Donc, c'est ça que je vais vous présenter. Donc le terme recherche participative, c'est un terme qui est lié à plein d'autres terminologies. Donc vous voyez, souvent on peut dire partenariat en santé, recherche collaborative, sciences citoyennes. Il y a plein de termes. Et tous ces termes, ils ne sont pas synonymes. Ils ont tous des petites subtilités. Par exemple, les sciences participatives, c'est par exemple quand on aide aux collectes des données. Et la recherche communautaire, c'est bien plus participatif et collaboratif parce qu'on participe à toutes les étapes. Et c'est même les collectivités qui demandent le cœur du sujet. Mais ce qu'il faut retenir parmi tous ces termes, c'est que le terme global, c'est la co-construction. Et c'est le fait qu'on fait une recherche non seulement par, mais avec les personnes concernées, et non plus sur ou pour les personnes. Donc c'est ça un peu la différence. Et en termes de définition, la définition qui est la plus utilisée en France, donc publiée par l'INSERM dans la charte de la recherche participative, c'est une forme de production des connaissances scientifiques auxquelles participent aux côtés des chercheurs des acteurs de la société civile, à titre individuel, collectif, de façon active et délibérée. Et donc là, vous voyez bien que tout le monde est légitime à participer à la recherche. Donc je vais peut-être répéter un peu ce qui a été déjà dit avant sur pourquoi faire de la recherche participative, mais pour résumer quelques éléments. D'abord, c'est pour augmenter la pertinence de la recherche, faire que la recherche qu'on fait soit encore plus pertinente parce qu'on implique les personnes concernées, donc par exemple les médecins. Ça peut aider à obtenir plus de financement, ça peut aider à améliorer le recrutement des personnes parce que du coup on connaît les difficultés pour recruter les médecins, pour voir comment fonctionne le terrain. Ça peut aussi aider à mettre en œuvre les résultats de manière plus efficace de la recherche. Ça peut aussi aider à évaluer scientifiquement des techniques, des choses que l'on peut faire dans la clinique, la pratique, mais qu'on voudrait pouvoir évaluer. Et puis, ça aide aussi à lutter contre les inégalités de santé en essayant de travailler avec les collectivités. Alors, qui est-ce qui peut participer à la recherche participative ? Je pense que vous avez tous compris que tout le monde pouvait participer à la recherche participative en fonction de son savoir expérientiel. Donc, tout le monde, c'est les soignants, les médecins. Ici, c'est ça qui nous intéresse. Et l'expérience dont on parle, qui permet d'avoir cette légitimité, c'est le savoir expérientiel, donc ici des médecins, la connaissance du terrain, de la maladie, du territoire, de sa patientèle, etc. Et donc, c'est ça qu'on met en avant plus qu'une formation. Donc comment faire ? Je pense que là on est au bon endroit. On a un catalyseur qui permet justement de mettre en lien les différents acteurs. Et je vais vous montrer dans les slides suivantes quelques repères techniques pour essayer de mettre ça en place. Donc d'abord, juste pour vous donner des repères, il y a beaucoup de guides maintenant sur la recherche participative dans tous les pays. Donc là, j'ai cité que quelques-uns dans chaque pays. J'ai cité la Haute Autorité de Santé pour la France. Mais vraiment, on ne part pas de zéro. Il y a vraiment une quantité de guides, de recommandations dans chaque pays pour essayer de mettre en place cette recherche participative le mieux possible. Pour savoir comment est-ce qu'on peut faire aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de théories qui ont été mises en place. Donc sur la gauche, vous voyez une échelle, c'est une des premières théories qui a été faite sur l'implication des citoyens. Et donc en fait, ça passe de la manipulation jusqu'au pouvoir citoyen. Et en fait, ça montre les différents niveaux d'engagement ou d'implication qu'une personne peut avoir, par exemple, dans la recherche. La deuxième théorie qui est plus récente, qui s'appelle je perds le nom. Julien, tu dois t'en souvenir mieux que moi. Montréal, le modèle de Montréal, merci. Le modèle de Montréal, il a été théorisé pour montrer qu'il y avait pareil différents niveaux d'engagement ici du patient dans la recherche participative. Donc ça pouvait être soit le niveau de consultation, qui est un niveau assez faible, on consulte juste les personnes, on leur demande leur avis et on l'intègre dans la recherche. Après, un niveau un peu plus puissant, on a la collaboration, quand on implique les personnes concernées, donc médecins, patients, citoyens, dans la recherche. Et après, encore au-dessus, on a le niveau de co-construction, où c'est
c'est les médecins qui vont par exemple être à l'initiative du sujet de recherche, du projet. Donc voilà, ça c'est un peu l'origine de ces différents niveaux d'engagement. Et ce que je voulais vous faire passer comme message avec ces différents niveaux d'engagement, c'est que c'est tout à fait OK d'être à différents niveaux. On peut tout simplement être consulté, ou on peut être collaborateur, ou on peut être dans la co-construction. Il faut juste être très clair sur le niveau qu'on attend pour le médecin. Et très rapidement, juste pour citer aussi Marie Préau, pour faire le lien entre sciences participatives et recherche communautaire, on arrive vraiment à la recherche communautaire quand le sujet et toute la recherche est faite avec les personnes concernées, par exemple d'une communauté particulière, et qu'on est dans la co-construction de A à Z. Là, je vous ai juste mis à l'écran un outil qui a été développé déjà et qui permet d'aider à détailler comment est-ce qu'on peut favoriser les actions entre le chercheur et l'éco-chercheur. Donc, vous avez en bas les étapes de la recherche. Donc, une première étape, c'est, je revois l'écran, mais le transfert de connaissances, la conceptualisation d'abord, la méthodologie, la méthode empirique, l'analyse des résultats et le transfert de connaissances. Donc ça, c'est pour un peu classifier la recherche en 5 grandes étapes. Et en fonction de ces étapes de la recherche, le co-chercheur, il peut avoir un rôle différent en fonction de chaque étape. Donc il peut être par exemple relais d'information, donc il peut observer, il peut être co-penseur, donc il peut émettre des opinions, il peut être conseiller, il peut donner son avis, il peut être partenaire, donc égal avec le chercheur, ou il peut être décideur, donc prendre l'initiative de la décision. Et ça, c'est un outil qui permet justement de faciliter le dialogue entre chercheurs et co-chercheurs pour savoir qui fait quoi à chaque étape et comment on se partage le travail. Après, là, j'ai juste voulu vous donner quelques questions qui permettent qu'on peut se poser pour commencer la recherche. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut faire de la recherche participative ? C'est pas forcément la réponse à tous les projets de recherche. Faut se demander quel est l'intérêt, quelle est la plus-value. Donc, qui sera la meilleure personne à impliquer pour ce projet ? Quand, c'est-à-dire à quel niveau du projet de recherche ? Où, donc ça c'est le niveau d'implication. On a aussi combien, donc est-ce qu'il faut rémunérer les médecins par exemple qui vont participer à la recherche pour leur temps imparti, et puis comment est-ce qu'on va mettre ça en place concrètement. Donc c'est des idées qui permettent de un peu prendre les meilleures bases pour commencer. Alors là, c'est peut-être un peu petit pour regarder tous les détails, mais c'était pour vous montrer, dans notre groupe de recherche participative, donc nous citoyens et chercheurs, on a essayé de faire une carte mentale avec tous les repères qu'on avait trouvés dans la littérature et qu'on avait discuté ensemble pour favoriser la recherche participative. Donc dans notre cas, c'était la prévention primaire. Et donc du coup, on a essayé de résumer en fait qu'est-ce qui permettait que ça fonctionne. Donc on a mis par exemple qu'il fallait prévoir une personne ressource dédiée. Ça, c'est un peu le rôle du labo participatif qui va vraiment mettre en lien tout le monde et faire que ça peut bien fonctionner. Il faut sensibiliser tous les partenaires à la recherche pour que tout le monde ait le même langage. Il faut installer une culture commune, il faut clarifier le rôle de chacun, donner un cadre méthodologique qui soit concret et flexible, déterminer comment chacun va être valorisé dans la recherche. Voilà, c'est pour vous donner quelques exemples, mais ça aide à mieux préparer le projet tous ensemble parce que, comme vous l'avez dit, le métier de chercheur et le métier de médecin, ça n'a pas les mêmes enjeux et les mêmes besoins, et donc il faut que tout le monde puisse se parler sereinement. Et pour vous donner juste un exemple concret de recherche participative qu'on mène au Centre Léon Bérard, je vais vous parler du projet Aldébaran, qui est un projet où on implique les patients et les aidants dans un parcours de prévention primaire et tertiaire. Donc ce projet, l'objectif, c'est vraiment de créer un parcours de prévention qui soit à la fois alimentation et activité physique, et qui soit non seulement pour la patiente atteinte de cancer du sein et en surpoids dans notre cas, mais aussi pour son proche aidant, parce qu'on sait que le fait d'impliquer le proche aidant dans la nutrition et l'activité physique, ça va améliorer les chances que la patiente et l'aidant améliorent son alimentation et son activité physique. Et donc du coup, l'idée là, c'est de créer un parcours qui soit dyadique, donc patient-aidant, qui soit co-construit avec les personnes concernées, donc les patients et les aidants, et les chercheurs évidemment, et aussi les médecins impliqués, les diététiciens, les activités physiques adaptées,
et on va comparer l'efficacité de ce nouveau parcours qu'on va co-créer avec le parcours actuel que pour la patiente. Donc voilà, c'était pour vous donner un exemple concret appliqué à l'hôpital, donc dans notre cas, dans un parcours de prévention. Et puis sur l'écran, vous voyez deux fiches. La première à droite, c'est la fiche mission, que l'on écrit avec les participants, les co-chercheurs, qui pourraient tout à fait être faites avec les médecins. Nous, on l'a fait du coup avec les patients et les aidants. Et cette fiche, elle explique du coup c'est quoi la recherche participative, c'est quoi le projet, quelles sont les missions, qui s'implique, quand, enfin voilà, ça permet de clarifier qui fait quoi et comment ça se passe. Et puis on a aussi fait une charte d'engagement mutuelle signée par les patients, les chercheurs et par tous, pour un peu clarifier voilà les règles de bonne conduite pour que la recherche se passe bien. Donc ça, on a lancé le projet cette semaine, on a des réunions toutes les semaines, on a 4 ans de projet et voilà, je suis ravie de pouvoir vous en parler un petit peu aujourd'hui. Ah oui, la conclusion, pardon. La conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de la recherche participative ? C'est une approche qui est dynamique, donc voilà, c'est pas figé, on a des méthodologies, il y a des guides, mais c'est dynamique et qui est inclusive. Donc là, ici, qui inclut les médecins généralistes et tous les médecins de l'URPS, que ça implique les personnes concernées dans le but d'améliorer l'impact de la recherche. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, hein. C'est que ça permet de faire de la recherche de meilleure qualité, qui soit plus utile en santé publique. Ça permet, c'est basé sur des approches scientifiques théoriques. Donc vraiment, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ça vient pas de nulle part. Il y a vraiment des théories, des méthodes pour que ça puisse se passer bien et que ce soit efficace. Et que c'est adapté à différents contextes. Voilà, de la psychiatrie à la médecine générale. Vraiment, c'est adapté à tous les différents contextes. Et ça peut contribuer à limiter les inégalités de santé et à répondre à vos questions du quotidien. Voilà.